Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. On est lundi, nouvelle semaine qui commence pour moi et on va attaquer sur, je vais vous expliquer notre avis sur les capteurs de glycémie. Voilà, je vais tout vous expliquer. Donc, cette vidéo, elle sera un peu longue. Je vais essayer de la rendre la moins pompeuse possible, on va dire, et la plus sympa. Donc, ce sera un petit peu style conférence. Vous allez voir, ça va être sympa. On va passer un petit peu de temps ensemble. Vous voyez qu'il y a mon petit chien qui est là, comme d'habitude. Shiva, ça va? Voilà, vous le voyez normalement. Il m'accompagne tout le temps, ce gros pépère. Alors, donc, on va parler des capteurs de glycémie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc cette vidéo, c'est une vidéo que, normalement, si vous la regardez, vous êtes sur notre plateforme de formation, soit parce que vous êtes client, on va dire, quelqu'un de lambda, soit vous êtes professionnel, vous êtes coach, thérapeute, nutritionniste, naturopathe, etc., etc. Et peut-être que je la mettrai sur YouTube, ça va dépendre de comment va être la conférence. Je pense que c'est d'utilité publique parce qu'on nous pose tout le temps cette question en ce moment. Qu'est-ce qu'on pense des capteurs de glycémie, les avantages, les inconvénients, notamment depuis la sortie du livre de Jesse Inchauspé, je ne sais pas si je prononce bien, qui a sorti Glucose Révolution, un petit peu un engouement autour de tous ces appareils. Donc, le but de cette vidéo, c'est de tout vous dire, que vous soyez un de nos clients de formation, quelqu'un de lambda qui n'est pas professionnel mais qui s'intéresse à la santé, que vous soyez un thérapeute en devenir ou que vous êtes déjà thérapeute, ou bien que vous soyez sur YouTube. Voilà, je verrai si je la poste, si je suis content de ma prestation, puis surtout si je trouve que c'est pas trop compliqué, tout ce que je vais expliquer. Donc voilà, si vous la regardez sur YouTube, sachez que je sais que c'est pas le format typique de YouTube. Les gens aiment bien regarder des vidéos de 5-10 minutes, donc je m'excuse par avance. Cette vidéo, elle est un peu réservée à un public qui est déjà un peu plus avancé, un peu plus averti. Et si vous la regardez sur YouTube, mettez-moi un petit commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et peut-être que voilà, vous voudriez que j'aborde ce genre de sujet un petit peu, enfin, des sujets comme ça, mais sous forme de présentation, PowerPoint. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. D'accord? Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le capteur de glycémie? Donc, je vais vous faire une rapide présentation parce que tout le monde connaît normalement. Si vous vous intéressez un petit peu à la santé, tout le monde connaît tout ça. Donc, c'est quoi? C'est un petit appareil, un petit gadget, on va dire, un appareil technologique qui permet à l'individu qui le place sur son bras, ou moi je le mets sur le pec. En général, c'est plus pratique vu que je fais des sports de combat, de la lutte, etc. Il a tendance à tomber. Vu que c'est un capteur qui coûte 70 €, c'est un petit peu dommage quand il tombe. Une fois que vous l'avez mis, il tient pendant 2 semaines. Voilà, donc il résiste à la douche. Vous pouvez aller vous baigner. Moi, je vais me baigner à la mer avec, ça ne pose aucun problème. Si vous le protégez, il y a des kits de protection qui existent. Et qu'est-ce que ça donne, ce petit capteur? Ça va vous donner votre glycémie en temps réel, pas via le sang, mais via le liquide interstitiel. Donc, il y a une toute petite aiguille, un tout petit filament qui se met sous votre peau et qui vous donne vos données glycémiques en temps réel sur votre téléphone, comme vous le voyez sur l'image. Donc, c'est relativement pratique. Ça a été d'abord créé pour les diabétiques par Abbott, et c'est principalement eux qui s'en servent pour traquer. Donc, c'est un dispositif médical à la base pour traquer leur glycémie et qui voient si leur glycémie ne monte pas trop haut. Voilà, ce qui peut s'avérer très problématique pour eux, comme vous le savez, quand on est diabétique. D'accord? Voilà pour la petite présentation. Et si vous avez besoin de plus d'infos, c'est sommaire. Vous pouvez aller vous renseigner sur la toile. Il y a plein d'informations là-dessus. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va aborder les points positifs, les points négatifs, mais surtout, on va vous expliquer notre expérience sur le terrain à titre individuel, donc en tant que personne lambda qui a testé ce capteur, mais aussi en tant que coach, nutritionniste, naturopathe, bref, en tant que professionnel. Et tout à la fin de la conférence, on va vraiment vous expliquer si vous êtes coach, thérapeute, nutritionniste, diététicien, quel avantage vous pouvez en tirer, d'accord, de cet appareil, de cette utilisation. Donc, avant de commencer, il y a une polémique, d'accord? Il y a une polémique qui est sortie il y a 2-3 semaines, un mois, voilà, autour de tout ça. La polémique, elle est simple. Donc, je fais un petit disclaimer avant d'attaquer vraiment dans le vif. C'est quoi la polémique? Voilà, c'est des personnes qui vont dire que les capteurs, ils doivent être réservés aux diabétiques et que les personnes qui s'en servent sans être diabétiques, donc qui sont en bonne santé, ne doivent surtout pas les utiliser. D'accord? Donc, je vais vous mettre une des vidéos qui circulent sur la toile. Là, c'est une vidéo qui circule via BFM notamment, et il me semble que c'est le président de l'Association des diabétiques de France qui énonce ses réserves sur le sujet. On va en débriefer après.
Vous avez peut-être vu la vidéo de cette influenceuse qui vante les mérites de ce capteur pour rester en forme. Elle a fait la même chose. On est copines de trucs, on le voit pas, voilà. C'est un capteur de glucose. Mais est-ce que vous savez réellement à quoi servent ces capteurs? Ce sont des capteurs de glucose pour les diabétiques. Ça permet de surveiller son taux de sucre en temps réel, le jour comme la nuit. Et c'est une petite révolution pour les diabétiques qui devaient se piquer le bout du doigt pour contrôler leur maladie. Cette utilisation par des influenceurs qui ne sont pas diabétiques pose plusieurs problèmes, comme nous l'explique Jean-François Thébault, qui est le vice-président de la Fédération française des diabétiques. Il est inutile, 2, il peut être dangereux, 3, ça coûte cher, ça peut donner des risques de pénurie, entraîner des mauvais usages, des malfaçons, et puis une banalisation d'une maladie qui, pour ceux qui l'ont, peut être dramatique. Sur les réseaux sociaux, des diabétiques s'insurgent contre cette mauvaise utilisation du capteur qui est un dispositif médical pour une maladie qui, encore aujourd'hui, peut être grave. C'est quand même un sacré délire de s'infliger ça pour surveiller un taux que le corps régule naturellement quand on a la chance d'avoir un pancréas qui fonctionne. Donc voilà, vous avez regardé cette vidéo. Normalement, qu'est-ce qui ressort globalement de cette vidéo? Il s'avère qu'en gros, ça peut être 2 points, on va dire, ça va être dangereux. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, ça peut être dangereux pour les personnes qui ne sont pas diabétiques d'utiliser ces capteurs, ou ça peut être inutile. Voilà, c'est dangereux ou inutile d'utiliser ces capteurs si on n'est pas diabétique. Premier point qui ressort de la polémique là. Et deuxièmement, c'est très grave parce que les personnes qui sont diabétiques n'ont plus accès à ces capteurs de glycémie, c'est-à-dire que les influenceurs et les gens qui sont influencés par les influenceurs et les influenceuses vont, entre guillemets, dévaliser les pharmacies, donc dévaliser les stocks des capteurs de glycémie, et les gens qui sont vraiment du coup malades n'ont plus le droit d'utiliser, ne peuvent plus utiliser ces capteurs parce qu'il y a tout simplement plus de stock et il y aurait une pénurie ou un risque de pénurie pour les gens qui sont vraiment diabétiques et qui du coup, là, c'est un pronostic presque vital qui peut être engagé. D'accord? Voilà pour la polémique. Donc, par rapport à ça, sachez qu'à titre individuel et même dans tout ce qui est accompagnement, coaching et tout ça, nous, on utilise un dispositif qui n'est pas un dispositif médical. C'est un dispositif qui s'appelle Super Sapiens, qui est réservé aux sportifs. Et c'est réservé aux sportifs qui souhaitent mieux comprendre leur corps, améliorer leur énergie, améliorer leur performance. C'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années. Moi, personnellement, je l'ai utilisé pendant le premier confinement, tout premier confinement. J'en avais déjà connaissance et je préparais un trail de 60 km avec 4000 de dénivelé en autonomie complète. Donc, vu qu'il n'y avait plus de courses et que je m'ennuyais royalement, toutes les salles de sport étaient fermées. Donc, je me suis dit, je vais étudier ma glycémie. Voilà. J'ai pas eu de grosses surprises à cette époque-là parce que au final, ce que je faisais était déjà relativement bien et qu'en plus, moi, je n'ai pas le même profil que Céline. J'ai un profil qui utilise extrêmement bien les glucides, c'est-à-dire que moi, je consomme entre 450 et 500 grammes de glucides sur 4000 calories et ma glycémie à jeun le matin, elle est autour de 72, 73 et mon indice OMA, il est juste en dessous de la moyenne. Donc, vous imaginez, je n'ai absolument aucun problème avec les glucides. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que Céline est complètement différente de moi et de par notre expérience conjointe, je vais pouvoir aussi vous expliquer comment ça se passe quand on a une beaucoup plus grosse sensibilité à la glycémie comme elle, par exemple. D'accord? Donc, nous, c'est pas pour nous repeindre en blanc qu'on va utiliser Super Sapiens pour dire « Ah, on se dédouane de tout, c'est pas un dispositif médical. » Non, c'est juste que déjà, on trouve l'application beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée et tout simplement, on est sportif. Voilà, on est sportif quand même assez intensif. Moi, je suis coach sportif à la base, donc je préfère utiliser un outil pour les sportifs. Donc, si vous ne voulez pas utiliser les stocks prévus pour les malades du diabète, vous pouvez utiliser Super Sapiens. Ça fonctionne très bien. C'est aussi Abbott. Les capteurs, là, vous voyez, sont aussi des capteurs Abbott. Donc, entre guillemets, vous êtes tranquille par rapport à ça. Et inattaquable. OK. Par rapport à ça, moi, j'essaye un petit peu de me faire aussi l'avocat du diable. Par rapport à ça, je ne prends pas vraiment parti. Mais je trouve que par rapport aux personnes qui se plaignent par rapport au stock, je pense que les autorités sanitaires, elles ont qu'à mettre une législation en place autour de tout ça parce que c'est en vente libre. Voilà, ils devraient mettre ça sur ordonnance et réserver un certain stock uniquement aux diabétiques ou une certaine marque uniquement aux diabétiques et peut-être une autre marque aux personnes qui sont lambda. J'en sais rien, mais c'est pas à nous, individus, entre guillemets, lambda, de se préoccuper de tout ça. Tant que c'est en vente libre, entre guillemets, c'est la loi de l'offre et la demande. Malheureusement, on vit dans une société capitaliste aujourd'hui et ça,
ce n'est pas à nous de le changer. D'accord? Donc, celui qui a envie de mettre un capteur, aujourd'hui, il est libre de mettre un capteur. Voilà. Et moi, j'ai envie de parler d'un truc beaucoup plus intéressant par rapport à ça, notamment en tant que professionnel, et la prévention. Et la prévention dans tout ça, quoi. D'accord? Il faut bien savoir que le diabète de type 2, je parle bien du diabète de type 2, pas du diabète de type 1. Le diabète de type 2, ce n'est pas une pathologie qui tombe du ciel, en fait. D'accord? C'est pas je me réveille un matin, tout allait extrêmement bien dans ma vie, j'étais en super santé et je me réveille un matin, je suis diabétique de type 2. Ça n'existe pas. D'accord? Son développement, il se fait très progressivement, de façon insidieuse, sur de nombreuses années, par rapport à une hygiène de vie qui ne correspond pas au potentiel physiologique de l'être humain, c'est-à-dire une hygiène de vie qui est trop sédentaire et une hygiène de vie qui est composée essentiellement, une alimentation qui est essentiellement composée d'aliments qui sont sucrés, industriels et ultra transformés ou transformés. Okay, donc, en fait, c'est ça le diabète de type 2. On ne se réveille pas le matin, tiens, je suis diabétique de type 2. D'accord? Donc, pourquoi, moi, ma question, c'est ça. Pourquoi l'individu qui est non diagnostiqué diabétique de type 2, il n'aurait pas le droit d'utiliser ces capteurs en prévention? Je vérifie, en gros, si mon hygiène de vie actuelle ne risque pas de me diriger vers le diabète. Donc là, la personne qui s'inquiète, entre guillemets, pour sa santé, pour son hygiène de vie, qui est en train de remettre des choses en question, il pourrait mettre un capteur pour 2 semaines ou pour 1 mois pour faire des ajustements, des agencements, afin d'éviter, en prévention, d'être diabétique, de finir prédiabétique, etc., s'il a déjà des inquiétudes sur le sujet ou si sa glycémie, elle est déjà un petit peu haute par rapport à des analyses qu'il a pu faire. Donc là, il est peut-être avec une glycémie entre, je ne sais pas moi, 1,10 et 1,25. Donc techniquement, il n'est pas diagnostiqué diabétique, mais il peut voir que déjà, il a un terrain qui est sensible à ça et essayer en prévention d'inverser la balance. Donc, je ne vois pas pourquoi ces personnes-là, on devrait les interdire d'utiliser tout ça. D'accord? Pour moi, l'étude de la glycémie, je vous ai mis un petit truc marrant, un copyright, c'est pas réservé aux diabétiques. D'accord? La glycémie, c'est une valeur sanitaire et physiologique parmi des centaines d'autres. D'accord? Comme, je sais pas moi, prendre sa température si on est malade ou prendre sa tension. C'est exactement la même chose. La comprendre et l'étudier, ça nous permet d'améliorer notre santé par rapport à notre vitalité, par rapport à notre sommeil, par rapport à notre performance, par rapport à notre digestion, par rapport aux troubles de comportement alimentaire, par rapport à la perte de poids aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont incriminé des gens qui voulaient perdre du poids et qui utilisaient les capteurs. Voilà, là, juste pour dire, mais le surpoids, ce n'est pas un signe de bonne santé. Voilà, c'est pas juste de l'esthétique. Avant tout, être en surpoids, c'est un manque de mobilité, c'est un fonctionnement métabolique et physiologique, un corps qui fonctionne moins bien au final. Donc, ce n'est pas être en bonne santé. D'accord? Et regarder où on est sa glycémie pour perdre du poids, ce n'est pas juste une valeur esthétique. D'accord? C'est aussi pour la santé. Donc, encore une fois, je le rappelle, si les amis, ça c'est très important, votre glycémie et étudier votre glycémie, c'est une valeur sanitaire et physiologique parmi tant d'autres. Si on va dans cette logique-là que je trouve complètement idiote, vous auriez typiquement pas le droit d'utiliser un cardiofréquence-mètre si vous ne souffrez pas de maladie cardiovasculaire. Voilà. En gros, vous n'auriez pas le droit d'écouter où en est votre cœur parce que vous n'êtes pas malade cardiaque. OK. Voilà. Vous n'auriez pas le droit d'utiliser la technologie du cardiofréquence-mètre. Si on va dans cette logique, je trouve ça complètement idiot. D'accord? Donc voilà, j'en ai terminé, on va dire, pour un petit peu l'introduction par rapport à la polémique et par rapport aux technologies et à leur utilisation qui pourraient être limitées. D'accord? Donc, les points négatifs de cet outil du calculateur de glycémie, d'accord, du tracker de glycémie. Donc, premier point négatif, voilà, moi, je suis transparent par rapport à tout ça et je l'ai essayé aussi. Donc, personnellement, je suis assez sensible à tout ce qui est ondes, etc. En général, je sens. Et là, honnêtement, j'ai rien senti. Voilà, montre connectée et tout ça, j'essaie de pas trop avoir non plus. Moi, tu vois, la montre que j'ai, c'est une vieille montre électronique, mais il n'y a pas de connexion. Et je suis assez sensible à tout ça, mais ça ne m'a pas dérangé. Il y a des personnes que ça peut déranger. Céline non plus, ça ne l'a pas dérangé. Il y a des personnes que ça peut déranger d'être connecté. Et je dois dire, je suis complètement d'accord avec ça. On est déjà quand même trop connecté. Donc, c'est quelque chose qui peut refroidir les gens de se mettre une connexion en plus et d'avoir encore plus une connexion à son téléphone et d'être tout le temps en train de le surveiller. Ça peut aussi, si on a une vision un petit peu complotiste, on peut se dire que effectivement ces données de santé, on les donne, on ne sait pas à qui.
Voilà, on les donne, on ne sait pas à qui on les partage au final, et ça peut être utilisé contre nous. Par exemple, le téléphone, l'ordinateur ou quoi que ce soit capte qu'après le repas, on a une glycémie qui est basse. Donc, c'est un moment où on est plus vulnérable, entre guillemets, où on est moins attentif. Donc, ça peut être un moment où on nous présente des pubs, où on nous pousse à l'achat, par exemple. D'accord? Donc, vous savez assez aujourd'hui comment fonctionnent les réseaux. Vous voyez que limite, vous pensez à un produit, 2 secondes après, vous avez la pub. Donc, c'est vrai que si on donne encore plus de données concernant notre santé à toutes ces entreprises, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. D'accord? Donc, ça dépend de la vision des gens. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Moi, je ne juge pas par rapport à tout ça. OK? Ensuite, deuxième point négatif, c'est que c'est gênant. OK? Donc, trouvez le meilleur endroit où vous le mettre. Moi, je le mets sur le pec, ça me gêne beaucoup moins. Mais c'est vrai que sur le bras, déjà, ça se voit. Donc, tous les gens peuvent vous voir et se dire peut-être « Ah, cette personne, elle est diabétique » ou « Cette personne, elle n'est pas diabétique et elle en met. Pourquoi ?» Donc, voilà, vous savez qu'on est déjà dans une société où on juge facilement les individus. Donc, pourquoi se mettre encore un truc en plus? D'accord? Donc, ça peut être gênant sur le plan visuel, ça peut être géant, ça peut être invasif. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir un outil. Il y a une petite aiguille, alors ça ne fait pas du tout mal quand vous l'enfoncez, mais il y a des gens un peu douillés, il y a des gens qui n'aiment pas avoir quelque chose sur le corps, tout simplement. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à porter des bijoux, des lunettes ou quoi que ce soit, et c'est OK. D'accord? Donc, si vous n'aimez pas, attendez-vous à avoir quand même quelque chose de connecté sous votre peau. C'est un peu un implant, ça peut être gênant et invasif. Donc, voilà, c'est quand même un point négatif. OK? Troisième point, là particulièrement, faites très attention, ça va vous demander une certaine connaissance de vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes un individu qui a tendance à être perfectionniste ou est orthorexique ou est hypocondriaque, je vous déconseille fortement d'utiliser cet appareil, cette technologie. D'accord? Pourquoi? Le perfectionniste, ça va être très simple, il va avoir tendance à… Vous voyez, j'ai mis la photo un petit peu de Danny Boone dans le film Superchondriaque. Bref, j'y reviens après. Quand on est perfectionniste, pourquoi ça peut être un problème? Voilà, parce qu'on va avoir tendance à vouloir avoir une glycémie la plus parfaite, la plus droite possible, la plus stable possible, et alors que à bien suivre les recommandations, pas avoir de pic, etc. Alors que ça peut s'avérer contre-productif et ça nous donne un support avec lequel exprimer encore plus notre perfectionnisme. Donc, de un, le fait d'avoir une glycémie le plus stable possible, c'est pas la meilleure chose. Et de deux, avoir un outil supplémentaire de contrôle, quand on est perfectionniste, ça peut augmenter notre charge mentale. Et ce qu'on va gagner en santé éventuellement d'un côté, on va le perdre d'un autre. Parce qu'on va encore avoir plus de charge mentale et encore plus le petit vélo qui tourne dans la tête. D'accord? Donc, si vous êtes trop perfectionniste, évitez. Pour les personnes qui sont orthorexiques, donc orthorexique, c'est un grand mot. Moi, typiquement, si on se fie aux journalistes de BFM, je dois être le roi des orthorexiques parce que je mange sainement, que ça m'arrive de traquer mes calories, parce que je pense régulièrement à mon alimentation et parce que j'essaie d'être en meilleure santé possible. Donc voilà, il faut toujours faire attention, non pas au message, mais au messager. Ça, c'est super important. Donc, à partir de là, si vous connaissez, vous savez quand même que malgré tout, vous avez tendance à être un petit peu trop dans le contrôle par rapport à votre alimentation, etc. Et surtout, que ça vous nuit, que ça vous fait souffrir, que vous sentez que vous n'êtes pas bien par rapport à ça, c'est peut-être pas la meilleure solution de vous tourner vers ça. Si par contre, vous êtes orthorexique, mais qu'entre guillemets, vous l'assumez et que vous aimez apprendre, vous aimez en savoir plus sur votre corps, mais que ça ne génère pas de souffrance chez vous, ça peut être intéressant. Moi, typiquement, je suis un orthorexique, voilà, selon BFM, encore une fois, et tous ces bien-pensants, mais je suis heureux de l'être et je suis aligné avec tout ça. Et puis, c'est mon métier, c'est ma passion, j'adore ça. Il n'y a pas de souffrance derrière. Et si vous êtes hypocondriaque, donc c'est ce que je vous disais par rapport au film de Danny Boone, si vous ne l'avez pas vu, il est super, super marrant. Oh, et la fièvre, et la fièvre. Oh, non, non, non. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Véronique! Non mais c'est une urgence. Passe sur ma secrétaire, bordel! Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet! Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça? Le moral qui se casse, tous les symptômes de l'hypocondrie sont dans la place. J'ai mal, j'ai mal. Voilà, si vous avez tendance à toujours penser que telle ou telle chose vous rend malade, là, c'est sûr qu'au premier pic de glycémie,
vous allez avoir tendance forcément à penser que c'est la fin du monde, que vous êtes malade, vous allez sonner chez votre docteur, mon Dieu docteur, je suis diabétique, etc. Vous allez vous sentir fatigué, etc. Vous allez en fait mentaliser tous les symptômes que engendre une glycémie haute. Vous allez aller sur Doctolib, vous allez sur je sais plus les trucs de symptômes. En fait, encore une fois, ça va vous donner un support pour exprimer un petit déséquilibre qui s'installait peut-être chez vous. Donc, n'allez pas dans dans ce courant, on vous dit, dans l'utilisation de ces outils si vous êtes hypochondriaque. D'accord? Je vous préviens, hein, voilà. Ensuite, quatrième point, pour moi, le côté un peu négatif, pour moi, c'est pas bon pour tout le monde. En fait, tout le monde ne doit pas mettre un capteur de glycémie. D'accord? Que les choses soient claires. Hein. Voilà, je pose le truc, même si on peut avoir l'impression que je suis quand même pour et que j'ai des arguments qui sont pour, notamment ce que j'expliquais en introduction. Pour moi, c'est quelque chose qui est inutile pour la plupart des gens. La plupart des gens, ils doivent d'abord apprendre à manger sainement. Voilà, de faire de leur priorité le fait de manger une alimentation la moins transformée possible et aussi d'être le plus actif possible, d'être le moins sédentaire possible. D'accord? Donc, essayez à 80%, on va dire, de manger des aliments non transformés, peu sucrés, etc. Des aliments sains, bruts, naturels, de saison, locaux, non transformés, etc. C'est la base pour une bonne santé. Donc, si déjà vous arrivez à faire ça à 80%, pompez-le up, c'est génial. D'accord? Si vous n'y arrivez pas parce que vous avez des problèmes au niveau de votre motivation, au niveau de votre organisation, parce que vous avez des problèmes au niveau des connaissances que vous ne savez pas comment faire, à ce moment-là, faites-vous accompagner ou bien mettez le doigt sur vos vraies problématiques et, par exemple, l'organisation et travaillez votre organisation ou travaillez votre motivation ou travaillez votre autodiscipline en fonction des problèmes que vous avez. Mais en gros, si vous avez un problème d'autodiscipline, ce n'est pas parce que vous mettez un capteur que ça va régler le problème. Ça ne va rien changer. D'accord? Le but, c'est d'avoir une alimentation la plus saine possible, on va dire à 80-90% du temps. Après, si vraiment vous faites ça, que vous avez tout mis en place, etc., et que vous avez encore des problèmes, là, on verra plus tard, ça peut éventuellement être intéressant de mettre un capteur. Mais déjà, il y a du boulot avant, quoi. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, si vous avez des troubles, notamment par rapport à votre glycémie, que c'est médicalement posé le diagnostic, que vous allez vers un diabète, vers un prédiabète ou quoi que ce soit, ou que vous le sentez tout simplement, que votre glycémie, c'est le gros bordel, que vous avez un profil un petit peu comme celui de Céline, que vous prenez du poids facilement, etc., essayez de vous tourner vers des aliments type index glycémique bas, ce qui se dit dans ce livre, le nouveau régime IG, calculez vos charges glycémiques, mettez de la conscience là-dessus avant de vous installer un capteur, d'accord? Avant de dépenser votre argent, mettez déjà, on va dire, de l'énergie à faire les choses bien. D'accord? Ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas pour tout le monde. Et là, je suis d'accord, on va dire, avec l'Association diabétique de France et son représentant. Ce n'est pas pour tout le monde. Avant d'aller en acheter et du coup de vider les stocks des personnes qui sont diabétiques, il y a tout un tas de choses à faire avant. Ne voyez pas ce capteur comme étant la facilité qui va vous guider. Non, 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 il faut que vous appreniez à vous connaître, savoir ce qui est bon pour vous et travailler sur votre alimentation. Et pour moi, en fait, ce capteur-là, il est juste pour les 3 à 5% des gens qui font déjà tout bien et qui rencontrent encore des problèmes. D'accord? Voilà, ça, c'était le petit mot par rapport à ça. Ce n'est pas pour tout le monde, pour moi. 5e point, très important aussi, une glycémie saine et stable ne fait pas tout. On peut trop rapidement, avec ce capteur, tomber dans une vision que j'appelle, moi, réductionniste. Si vous prenez de l'huile, par exemple, de l'huile comme on trouve dans les supermarchés, de l'huile qui est hyper transformée, surchauffée, de mauvaise qualité, etc., ça ne fera pas monter votre glycémie. D'accord? Sur le papier, ça ne fera pas monter votre capteur. Vous pourrez arroser votre salade. Avec ça, vous n'aurez pas de hausse de la glycémie. D'accord? Pourtant, c'est un aliment qui vous rendra malade. Au même titre que si vous vous nourrissez essentiellement de charcuterie de mauvaise qualité ou de viande de mauvaise qualité, ça ne fera pas monter votre glycémie. Vous aurez une glycémie stable et saine, mais vous serez en mauvaise santé. Ça, c'est important. Ce n'est pas la glycémie et la reine. La glycémie, ce n'est pas la reine des indicateurs de santé. D'accord? Donc, ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Pareil, si vous mangez une énorme salade avec plein de légumineuses, plein de fibres, des choses comme ça, qui ne vous fait pas monter la glycémie, que vous êtes là, ouais, super, pompez-le up, c'est génial. Mais par contre, ça vous fait ballonner, ça vous fait fermenter, ça vous cause de la constipation ou des diarrhées ou en tout cas des problèmes digestifs, mais ça ne vous fait pas monter la glycémie, et bien en fait, on s'en fout. D'accord?
l'effet ne me fait pas monter la glycémie est annulé par les troubles digestifs que vous pourrez rencontrer. Donc, faites attention et on va dire que, voilà, comme je disais, la glycémie n'est pas la reine. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier autour de la glycémie. D'accord ? Pareil, il y a des aliments qui vont vous faire peut-être monter la glycémie, même des aliments sains, mais qui seront très riches en micronutriments, en oligo-éléments, etc. Et vous en priver peut mener à des carences. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis cette photo par rapport à des carences. D'accord ? Donc, avoir une alimentation qui est trop stricte par rapport à son capteur et ne manger que des aliments qui ne font pas du tout monter la glycémie, ça peut aussi engendrer certaines carences. Donc, faites attention à ça. 6e point que je trouve négatif, ça, c'est des retours qu'on vous fait, vraiment des retours de terrain, ce que nous, on a pu voir avec nos clients, mais ce qu'on a pu observer sur nous, c'est qu'au final, on finit par ne plus écouter les signaux de son corps et on n'écoute plus que le capteur. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'agence notre alimentation non plus en fonction des signaux que nous donne notre corps, mais en fonction de ce que nous dit le capteur. Si bien que moi, personnellement, à titre personnel, quand j'ai trop écouté le capteur, je me suis retrouvé à faire des séances de sport où j'étais beaucoup moins performant que d'habitude. Je me suis retrouvé aussi à être plus fatigué parce que j'écoutais moins les signaux de mon corps et j'écoutais que le capteur. Du coup, je ne donnais pas, on va dire, la quantité nécessaire de glucides à mon corps. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même une bonne capacité à m'écouter, mais vous donnez ça à une personne qui ne sait pas du tout écouter son corps et qui utilise mal le capteur, elle va mordicus utiliser et se fier à ces données-là. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Là, on devient dépendant de la machine, on devient dépendant de la technologie et ça nous coupe de nos ressentis. Donc, ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Céline aussi a rencontré quelques problématiques par rapport au fait qu'elle écoutait trop son capteur et plus les signaux. Donc, on a vraiment voulu essayer les choses et vraiment jouer le jeu. Et on peut vous dire qu'il faut avant tout garder à l'esprit que c'est votre corps, le ressenti que vous pouvez observer sur votre organisme, sur votre physiologie, qui compte un petit peu comme je vous l'ai donné comme exemple avec la salade, la grosse salade. Voilà, on va arriver maintenant sur les points positifs. Enfin, mes amis, j'ai commencé par le négatif exprès pour finir en beauté. D'accord ? Donc, on va parler des points positifs parce qu'il y a quand même des points positifs dans tout ça, hein, quand même. Donc, il y a beaucoup de personnes qui attaquent cette technologie par rapport à sa fiabilité, notamment sur le fait que ce soit dans le liquide interstitiel et non pas dans le sang et que du coup, ça manque de fiabilité. Donc, on va un petit peu décortiquer tout ça. Donc déjà, par rapport à ça, moi, je trouve que c'est un outil qui est très fiable. D'accord ? Je vous le mets, c'est pour ça que je le mets dans les points positifs et j'en suis relativement satisfait. Et globalement, toutes les personnes qui l'ont utilisé autour de moi, que ce soit mes amis sportifs ou nos élèves, sont quand même relativement satisfaits de la fiabilité. Alors, bien sûr, il peut y avoir des problématiques. J'en parlerai après de comment les interpréter et comment, on va dire, réagir par rapport à des données qui peuvent être fausses parfois. Donc, pourquoi je dis que c'est fiable ? Déjà, parce que c'est utilisé et approuvé par des millions de personnes malades du diabète dans le monde entier. Donc, d'accord, c'est un dispositif médical qu'on donne à des diabétiques. C'est quand même une maladie qui demande un minimum, j'ai envie de dire même un maximum de précision. On ne peut pas jouer au con, entre guillemets, quand on est diabétique. Donc, donner quelque chose qui n'est pas précis à des diabétiques, c'est quand même un monde, d'accord ? Donc, dites-vous bien que cette technologie, elle a été approuvée et qu'elle est utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Donc, dire que ce n'est pas fiable, j'ai un petit peu des doutes par rapport à ça. Ensuite, à titre personnel individuel et avec Céline, je parle pour elle, mais c'est en corrélation avec nos ressentis. Par exemple, la fatigue après le repas, bon, il n'y a pas de surprise, hein. Voilà, on est fatigué après un repas, on mange beaucoup de glucides à un repas, ça ne nous est jamais arrivé de ne pas avoir de pic. D'accord ? Donc, il y a aussi tout un ordre que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, notamment dans le livre de Jessie, où elle va expliquer que si vous mangez, par exemple, des bonnes graisses, des légumes, des protéines avant le repas et que vous mangez vos glucides ou votre fruit en fin de repas, votre glycémie va être différente sur l'application. Et c'est vrai, on a pu le tester, on a bien remarqué que l'ordre dans lequel on mangeait les aliments avait une incidence sur la glycémie. Donc ça aussi, c'est pareil. Si vous avez des problèmes de glycémie ou si vous voulez réguler votre glycémie, avant de mettre un capteur, vous pouvez déjà appliquer ces conseils. Je vous recommande son livre. Je n'ai aucun partenariat avec elle ni quoi que ce soit. Je ne la connais même pas. Je ne lui ai jamais parlé, même sur les réseaux. Mais je trouve intéressant, donc je partage l'information. D'accord ?
Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on a ressenti, c'est en corrélation avec nos ressentis, quoi. Je veux dire, j'ai testé, j'ai mangé 150 grammes de riz blanc de manière isolée, avec pas de protéines, pas de graisse, j'ai eu le truc qui a explosé, quoi. Je suis monté à 160, d'accord? J'ai fait un repas équilibré avec beaucoup moins de glucides, en respectant l'ordre, etc., vinaigre de cidre avant, etc. Effectivement, c'est vrai, ma glycémie, elle était beaucoup plus basse. Pareil, quand je vais faire une séance de sport, ma glycémie, elle monte. Quand je suis au repos, couché dans mon lit, ma glycémie, elle est basse, etc., etc. Donc, globalement, sur toute l'utilisation que j'ai pu en faire, qui s'étale sur plusieurs mois, ben, franchement, j'ai jamais été surpris, énormément surpris de manière générale, et où j'ai pu me dire, ah bah, c'est vraiment pas fiable ce truc, d'accord? Donc, moi, ce que je veux vous dire par là, c'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se fier à une donnée isolée, mais plutôt à une moyenne générale. D'accord? Regardez, je vous donne un petit exemple de la nana ou de moi-même. Hein, voilà, j'ai une photo de femme qui court avec une ceinture cardio-fréquence-mètre. Je vais vous expliquer pourquoi se fier à une donnée isolée, ça peut être problématique. Donc, cette personne, elle va courir avec son cardio-fréquence-mètre et elle manque de se faire écraser. D'accord? Donc, elle a son cœur qui bat en temps réel, via sa montre, elle manque de se faire écraser. Et durant toute sa course qui dure 1 heure, elle va regarder sa montre juste quand elle manque de se faire écraser. Donc, par exemple, son cœur monte à 170 BPM. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peur. Voilà, son système est monté, son système cardiovasculaire l'a fait monter. Elle se dit, mince, toute ma course, j'étais à 170 BPM, j'étais beaucoup trop haute, ou bien je me fie à cette donnée. Mais c'est une donnée isolée et ça ne veut rien dire du tout. C'est sur toute sa course qu'elle devra faire. Si par exemple, elle était à 110 ou 120 BPM, c'est sur toute sa course qu'elle devra faire une moyenne. Et bien, avec le capteur de glycémie, c'est exactement pareil. Oui, bien sûr, il peut y avoir des petites erreurs. Moi, par exemple, je suis allé à la plage, il faisait très chaud, le soleil a tapé sur mon capteur, j'ai été me baigner, l'eau de mer, etc. Toute l'après-midi, j'ai eu des données qui étaient faussées. Et j'ai mangé ce que je mange d'habitude, et les données étaient faussées. Ma glycémie a fait un pic, après elle est descendue, etc. C'était n'importe quoi. Mais c'est une donnée isolée, d'accord? Le capteur et l'application enregistrent sur plusieurs semaines. Donc, moi, je vais me fier à ce que le capteur va me dire, ce que l'application va me dire. Elle va me donner une glycémie moyenne sur 2, 3 semaines, 1 mois. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le jour où mon capteur a bugué, où j'ai pris une douche froide, ou bien mon téléphone était sur avion ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a des bugs. Je ne vais pas vous dire c'est parfait. Mais par contre, ça nous permet, vu qu'on le porte pendant 2 semaines, d'avoir quand même une moyenne, d'avoir plein de données et pas des données isolées qui nous permettent de savoir sur du long terme si on a une glycémie qui est saine, pas saine, notre capacité à synthétiser les glucides, notre capacité à recharger les glucides, etc. D'accord? Donc, ne vous fiez pas à des données isolées et même si vous avez des problèmes avec votre capteur ponctuel, ce n'est pas la mort du petit cheval. Hein, d'accord? Donc, ne soyons pas non plus trop exigeants. Ensuite, la plupart des sportifs de haut niveau, ils l'utilisent. D'accord? La plupart des sportifs d'endurance de haut niveau l'utilisent. Là, vous voyez Kipchoge, qui est le recordman absolu du marathon. D'accord? Donc, il court 42 km en 2 heures, ce mec-là. 42 km en 2 heures, rien que ça. Et vous voyez qu'il utilise la technologie du capteur de glycémie. Donc là, je reviens sur l'argument un petit peu fallacieux des détracteurs de ce capteur. Hein. Voilà, je vous ai fait un petit mème par rapport à ça. Ben voilà, l'homme qui a la meilleure santé métabolique au monde, c'est-à-dire Kipchoge, l'homme qui a la meilleure santé métabolique au monde l'utilise. Mais pour moi, c'est dangereux. Ok? Vous voyez l'idée? Donc, tous les détracteurs qui vont vous dire vous n'êtes pas diabétique, si vous utilisez cet appareil, ça peut être dangereux pour votre santé. Ce mec-là est champion du monde. C'est lui qui a la meilleure santé métabolique au monde. Probablement, voilà, c'est une petite hypothèse, mais je pense de pas loin. Cette personne l'utilise, il n'est pas diabétique, ce n'est pas dangereux pour lui. Au contraire, ça lui permet de mieux comprendre le fonctionnement de son corps, de son organisme. Donc, je ne vois pas pourquoi on essaierait de nous expliquer que ça peut être dangereux. Ça peut être inutile dans certains cas, comme je vous l'ai dit, si on ne surveille pas son alimentation, qu'on fait un petit peu n'importe quoi, puis qu'on n'est pas diabétique, etc. Ben, là, vous dépensez de l'argent pour rien, je suis 100% d'accord. Mais de là à dire que c'est dangereux, voilà, ça ne peut pas vraiment être dangereux. C'est comme prendre sa température dans l'oreille quand on n'est pas malade. Bon, globalement, à part si on reste avec son truc planté dans l'oreille H24, je ne vois pas pourquoi ça pourrait être dangereux. Moi, ce qui me fait toujours rire et que je trouve un petit peu hypocrite, malheureusement, encore une fois, c'est mon avis,
c'est d'essayer de couper l'herbe sous le pied à toutes les personnes qui essayent de sortir un petit peu du lot, qui essayent d'améliorer leur santé, qui essayent de reprendre, on va dire, leur souveraineté par rapport à leur santé, reprendre leur pouvoir, qui essayent de traquer, d'analyser des choses, on va dire de mettre de la conscience un petit peu sur leur santé. Il y a toujours cette espèce de pensée, voilà, le bien-pensant de service qui va vous dire « Ah, c'est dangereux, c'est risqué, c'est pas bien, tu vas tomber dans l'orthorexie, tu vas tomber dans l'extrême, tu vas tomber dans ci ». Dès qu'on essaye voilà, de sortir un petit peu du lot par rapport à ça et de mieux comprendre comment fonctionne son organisme. Voilà, je trouve ça un petit peu déplacé. Donc, méfiez-vous encore une fois de la personne qui vous donne des conseils ou qui vous dit que ce produit est dangereux. Plutôt que faire attention au message, faites attention au messager. Je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie. Si Kipchoge l'utilise, je ne pense pas que ce soit dangereux d'utiliser ce capteur. D'accord? Donc, ça, c'est un indice pour moi de fiabilité. Je ferme la parenthèse. Si la plupart des sportifs de haut niveau l'utilisent, je pense que ce n'est pas pour rien et je pense quand même que c'est précis. Ça a été banni par l'UCI en cyclisme, qui est une fédération de cyclisme, mais ce n'est pas à cause de son manque de précision que ça a été banni par l'UCI. Au contraire, c'est parce qu'en fait, ils ne voulaient pas tomber dans un truc un petit peu comme dans les écuries de Formule 1, on va traquer tout un maximum de données. Je veux dire, en cyclisme, il y a déjà pas mal de choses à traquer, le nombre de watts, la fréquence cardiaque, la vitesse, toute la mécanique du vélo, etc. En fait, l'UCI se disait, bon, on ne va pas encore en plus leur mettre la glycémie, donc on va l'interdire sur les courses. Par contre, c'est 100% autorisé à l'entraînement. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une panel de cyclistes à haut niveau qui l'utilisent, au point que l'UCI l'a carrément banni en compétition. Donc, si ce n'était pas fiable, encore une fois, ça m'étonnerait que les sportifs de haut niveau l'utilisent. Les sportifs de haut niveau, vous les connaissez, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils ont déjà une charge mentale assez conséquente. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des trucs qui ne marchent pas. D'accord? Donc, voilà. Et encore une fois, à titre personnel, moi, je l'ai utilisé en faisant des ultra-trails, des choses comme ça. Les données que j'ai récoltées étaient hyper fiables. C'est-à-dire que quand j'étais en hypoglycémie, en fait, moi, je suis parti sur un trail de 12 heures. Voilà, vous ne courez pas en 12 heures. Quand vous êtes en hypoglycémie, dites-vous bien que vous êtes la première personne informée. Vous êtes au courant. Voilà, vous le sentez tout de suite, vous n'avez plus de jambes. D'accord? Et en regardant le capteur, effectivement, ça m'a annoncé « Pierre-Yves, tu es en hypoglycémie ». Il n'y avait pas d'erreur. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est relativement fiable. Deuxième point positif, ça permet de mieux écouter son corps si on l'utilise correctement. Vous voyez que j'ai utilisé cet argument aussi en point négatif, dans le sens où on peut facilement se perdre si on l'utilise mal, le capteur. Donc, comme avec la ceinture cardio que j'ai régulièrement pris en exemple, ça va nous permettre, on va dire, de mieux nous connaître. D'accord? Comme avec le cardio, par exemple, je connais mes sensations quand je suis en zone d'entraînement, en zone 2. Du coup, je n'ai plus besoin de ma montre. Okay, moi, typiquement, j'ai tellement, entre guillemets, utilisé ma montre cardio-fréquence-mètre et cette fameuse ceinture qu'aujourd'hui, je connais tous les symptômes quand je suis en zone d'entraînement 2. C'est-à-dire que mes jambes sont légères, je ne suis pas fatigué après mon entraînement, je peux respirer facilement. Donc, je n'ai plus besoin de ma montre pour courir en zone 2 parce que grâce à ma montre, elle m'a expliqué, elle m'a indiqué où était ma zone 2 et quelles étaient les sensations physiques et physiologiques que j'avais quand j'étais en zone 2. Donc, grâce à ma montre, grâce à la technologie, je sais quand je suis en zone 2. Mon RPE, qui est mon ressenti pendant l'effort, j'ai pu mettre de la conscience dessus. Et merci la technologie, je n'en ai plus besoin grâce à toi, mais au contraire, je sais bien écouter mon corps et je vais utiliser ma montre quand je suis en zone 2 uniquement quand j'ai besoin de faire des ajustements. D'accord? Donc, au contraire, la technologie, quand elle est bien utilisée, va nous apprendre à mieux nous connaître. Il faut bien être conscient qu'on est tous différents et qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés de leur corps, les amis. Et cette technologie leur permet d'associer des données qui sont papier, ou plutôt des données qui sont écran, à des sensations qui sont physiques. Comme je vous ai expliqué, par exemple, avec la ceinture de fréquence cardiaque, quand je suis en zone 2, je sais que je me sens bien, je peux parler, je peux discuter, je peux respirer. Ma ceinture de fréquence cardiaque m'a permis de savoir où j'en étais. Voilà, j'espère que vous avez compris la comparaison. Maintenant, si on fait le rapprochement avec la glycémie, c'est au final le même principe, le même mode de fonctionnement.
Prenons l'exemple d'une femme, le cas d'une personne, une femme, voilà, qui ne sait pas du tout écouter son corps. Peut-être ça fait des années qu'elle n'est pas rentrée en communication avec son corps, qu'elle ne sait pas écouter les signaux de son corps parce que elle travaille énormément, elle est très prise par son travail, par le ménage, par les enfants, par sa vie de manière générale. Et elle va avoir une espèce d'éveil, elle va se dire, ça y est, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mon hygiène de vie et je vais prendre la décision d'apprendre à écouter mon corps. Et cette personne va pouvoir se rendre compte que, tiens, quand elle est dans une fourchette basse au niveau de sa glycémie, par exemple entre 80 et 100, elle se sent bien, elle se sent productive, elle sent qu'elle est concentrée pour travailler, elle sent qu'elle n'est pas énervée avec ses enfants, elle sent que son niveau de stress, il est bas, qu'elle n'a pas d'angoisse. Ça aussi, c'est des choses qui sont revenues parmi nos clients, des gens qui étaient très angoissés parce qu'ils avaient un taux de glycémie qui n'arrêtait pas de faire le yo-yo. Donc, elle peut se dire, OK, dans cette zone-là, 80 à 100, quand j'y reste, je suis zen. Donc, c'est plutôt cool, je vais essayer d'y rester. Après, elle peut très bien voir que quand elle est en zone, entre guillemets, critique, où elle va être, je sais pas moi, qu'elle va faire des pics au-dessus de 140, 140, 160, voire plus, elle peut très bien se dire, suite à ces pics-là, voilà comment je me sens plus du tout concentré, je me sens fatigué, j'ai mal au ventre, je vais être beaucoup plus à cran avec mes proches, avec mes collaborateurs, etc. Et elle peut, en fait, de par ses sensations physiologiques, faire un rapprochement avec son taux de glycémie, ce que sans aucun capteur, ni quoi que ce soit d'autre, elle n'aurait pas pu faire. Voilà, c'est vraiment la technologie mise au service de sa physiologie qui lui permet de tirer ses conclusions. Et en fait, son but, ça va être, grâce à cette technologie, de rester au maximum entre 80 et 100, par exemple, et elle va ensuite s'accaparer ces sensations-là et ensuite, quand elle aura plus le capteur, essayer d'y rester le plus souvent possible et de comprendre aussi les phénomènes qui lui font sortir de cette zone trop souvent dans la journée et qui entraînent tous les désagréments que je vous ai cités tout à l'heure et que ça cause chez elle. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment super intéressant. Et ça peut vraiment éduquer, en fait, les gens à la connaissance de leur corps, de leur physiologie, de leur santé. C'est grâce à la technologie qu'elle a pu identifier où elle en était. Et sans ça, elle n'aurait pas pu savoir. Donc, en fait, elle a gagné en santé grâce à de la mise en conscience via la technologie. OK ? Ça, c'est quand on utilise les choses de la bonne façon et quand on ne devient pas un zombie esclave de ces données-là et où on ne se fie plus qu'à ça. Quand on utilise les choses de manière sage, sans en être dépendant, ça peut vraiment nous rendre de grands services et, j'ai envie de dire, même changer radicalement notre vie, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. Hein. D'accord ? Voilà, par rapport à ça. Troisième point, là j'y viens, c'est notamment par rapport aux professionnels de la santé et de la nutrition. Donc, pourquoi c'est intéressant pour vous? Pourquoi c'est intéressant pour nous en tant que professionnels de la santé? Alors moi, j'ai envie de vous dire que c'est un véritable game changer. Nous, on l'a vraiment vu et vécu comme ça. Quand on a des personnes, en fait, qui ont déjà, j'ai envie de dire, tout essayé. Avec les personnes, même au sein de l'accompagnement, on a tout essayé avec elles pour régler leurs problèmes, mais que malgré tout un tas de choses qui sont mises en place, ça bloque. Malgré des analyses assez poussées, malgré le fait d'avoir une alimentation adaptée, malgré le fait de faire du sport, d'être actif, d'avoir un bon NEAT, etc., ça bloque toujours. C'est possible d'avoir des problématiques comme ça. Et là, ça peut être un game changer de faire mettre un capteur à votre client pour voir qu'est-ce qui bloque. Par exemple, si la personne elle a des troubles du comportement alimentaire qu'elle n'arrive pas à expliquer, elle fait tout bien, mais elle a des TCA, vous lui mettez le capteur et là, vous allez, en fonction des différents types de troubles du comportement alimentaire, si c'est une source qui est émotionnelle, là, le capteur ne fera pas grand-chose. Si c'est vraiment une source qui est physiologique, en général, vous verrez que la personne qui a des troubles du comportement alimentaire, malgré qu'elle ait tout essayé, en fait, c'est sa glycémie qui fait des pics, qui est haute, qui est basse. Et quand elle est très basse, elle a des rages de sucre, elle a énormément envie de sucre et elle va se jeter sur la nourriture. Donc là, ça lui permet de mettre de la conscience et de savoir que ces troubles du comportement alimentaire viennent de ces hausses et ces baisses de la glycémie. D'accord ?
Pareil pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont régulièrement fatiguées. Voilà, vous avez essayé tout un tas de choses. Vous pouvez vous dire, peut-être que c'est la glycémie. On va essayer pendant 2 semaines, 1 mois. On va recadrer tout ça. Ça peut être tout un tas d'autres choses, mais comme vous le savez, avec une vision holistique, on va explorer différentes sphères pour trouver la solution. Pareil pour la prise de poids. Quelqu'un qui fait tout bien, où on a mis en place tout un tas de choses, mais sa prise de poids, elle est bloquée. Ça peut être bloqué parce qu'elle est trop souvent au-dessus des 140. Elle fait trop de pics, donc elle génère trop d'insuline, qui, vous le savez, est l'hormone responsable du stockage des graisses. Pour des personnes qui ont des maladies liées à de l'inflammation, par exemple, le fait d'avoir des pics et d'être régulièrement au-dessus de 140 va mettre de l'inflammation en fait, dans notre système hépatique, aussi dans notre système digestif et dans notre corps de manière générale. C'est répété trop souvent. Pareil par rapport au sommeil, on a fait tout un tas de tests par rapport au sommeil. Et c'est vrai que les personnes qui me disaient « Ah, je galère avec mon sommeil, on leur a fait mettre le capteur. Et en général, c'est des personnes qui avaient des glycémies complètement déstructurées la nuit. Et en faisant un travail en amont par rapport à ça et par rapport à un certain cyclage des glucides, on a pu régler ces problèmes de sommeil. Donc, c'est vraiment un game changer en tant que thérapeute et ça nous donne vraiment un outil supplémentaire pour accompagner nos clients. Mais bien évidemment, je l'ai dit avant, il y a tout un tas de protocoles et de choses à mettre en place. Avant, n'allez pas commencer à vous, les thérapeutes, petit message. Boum, votre client, il arrive dans votre cabinet. Boum, vous lui mettez son patch. Non, mettez en place tout un tas de choses par rapport aux charges glycémiques, à l'index glycémique, par rapport à une alimentation adaptée à son profil, par rapport à l'activité physique, au NEAT, etc. Et si vous voyez qu'il y a encore des problèmes qui sont, on va dire, récalcitrants, là, vous pouvez passer à la solution d'études supérieures, à une étude plus pratique, on va dire, sur le terrain et de voir vraiment comment se comporte la glycémie de ce client, de cet humain. OK? Voilà, par rapport au thérapeute. Et il y a un autre côté qui est intéressant, c'est qu'il y a une transparence parfaite avec votre client sans rentrer dans un truc à la Big Brother. Vous savez tout ce qu'il fait, quoi. OK? Nous, typiquement, on va demander les identifiants. On va être connecté à la plateforme via Super Sapiens et on voit, en fait, on a une moyenne qui se fait sur les journées. On voit les pics, les baisses, etc. Voilà, typiquement, si on voit que la personne, elle a fait des pics à 180 toute la journée, c'est pas en mangeant des légumes. Voilà, c'est pas possible. OK? Donc, sauf s'il y a un gros bug. Encore, c'est ce que je vous disais, c'est une donnée qui est isolée. Mais globalement, si la personne elle est en pic à 180, nous, on lui envoie un petit message sur WhatsApp et salut, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi. Et là, il y a un bug, concrètement. Soit tu bugs, soit ça va pas. Et dans tous les cas, ce que tu fais, au-delà du côté flicage ou transparence, si on va un peu se repeindre en blanc, il y a le côté, voilà, je suis ton coach, je contrôle, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas, là, ce que tu fais, c'est dangereux, quoi. C'est pas bon du tout par rapport à tes objectifs. Là, on s'en éloigne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'accord? Ça peut être ça, ou bien ça peut vraiment être pour faire une moyenne ou pour avoir une certaine transparence avec la personne, pour faire des bilans avec elle, je ne sais pas, toutes les semaines, tous les 2 semaines, vous analysez tout ça ensemble et vous avez beaucoup plus de données. D'accord? Ça, c'est aussi un point que j'ai mis dans la transparence, c'est que vous avez des données, vous avez des datas, vous avez de quoi étudier ce que la personne, elle a fait. C'est moins abstrait. Vous avez des données supplémentaires que juste le tracker de calories ou des outils de quantification que votre client aurait pu vous transmettre. D'accord? C'est un outil en plus et ça permet d'avoir une vraie transparence avec votre client pour que vous voyez ce qu'il met en place, c'est correct. Voilà. Écoutez, les amis, je pense que voilà, on arrive à la fin de cette présentation de cette conférence. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté surtout des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à la technologie, par rapport à ces outils, par rapport à ces nouvelles technologies qui nous aident ou sont censées nous aider à améliorer notre santé. Ça dépend avec quel prisme on regarde les choses. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est subjectif aussi. Nous, on a fait un petit quiz, comment ça s'appelle, un sondage, sur Instagram, justement pour récolter des avis. Il y a plus de 1000 personnes qui ont répondu à ce sondage pour savoir si elles étaient pour, si elles étaient contre et quels arguments elles avaient par rapport à ça. Et à titre informatif, il y a 50% globalement des gens qui sont pour ces nouvelles technologies et il y a 50% des gens qui sont contre ces nouvelles technologies. D'accord? Donc, on n'a pas une majorité sur un échantillon de à peu près 1500 personnes qui regardaient nos stories et qui ont répondu. En tout cas, on a quand même, vous voyez, c'est équilibré.
d'accord? Il n'y a pas vraiment d'avis tranché et pourtant, on est quand même autour d'une communauté qui s'intéresse énormément à la santé. Donc, par rapport à ça, j'espère que ça aura pu répondre à toutes vos questions. Nous, on n'est pas pour. Par contre, on vous a expliqué les avantages, les inconvénients. Nous, à titre professionnel, on l'utilise parce qu'on est quand même des sportifs, on l'a utilisé. Maintenant, on ne l'utilisera plus. D'accord? Honnêtement, on connaît les données, on sait ce que ça vaut. Ça nous a permis d'apprendre à mieux nous connaître, mais on ne va pas se trimballer avec, typiquement H24 ou pendant des années. Voilà, on s'en est servi quelques semaines pour apprendre, pour modifier quelques petites choses, pour faire des ajustements. Et maintenant, c'est bon, quoi, c'est réglé. Un petit peu comme avec l'exemple que je vous donnais par rapport à la montre. Voilà, pour m'étendre un petit peu sur nous, ce qu'on en pense. Voilà, les amis. Bah, écoutez, moi, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle est sur YouTube, encore une fois, je ne sais pas si je la mettrai, bah, mettez-nous un petit commentaire, posez-nous des questions. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos sur le sujet. Et puis, si c'est juste dans le cadre de la formation que vous l'avez vu, bah, j'espère que ça vous aura apporté un maximum de réponses aussi à vos questions. Et puis, bien sûr, on pourra échanger sur le sujet. Voilà, portez-vous bien, les amis. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.